Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. L'épisode d'aujourd'hui. En fait, tous les épisodes sont présentés par nos 4 partenaires Qu'on officiels. aime tellement fort. En premier, Devon & Lang. Oui. Compagnie de sous-vêtements canadiennes. Très doux, très colorés. On les aime. Si vous voulez des nouveaux sous-vêtements, puis pimenter votre garde-robe de nouveaux... De sous-vêtements fun. Genre, tu vas avoir du fun en dessous de tes pantalons. Devon & Lang. Oui. Tout de suite. Ensuite, Ecclesia, le magnifique studio dans lequel on enregistre tous nos épisodes, tout ce que vous voyez, table, divan, cadre, Lampe. livre, lampe, même le bouquet de fleurs. Je pense pas qu'il est à vendre, le bouquet de fleurs, mais Non, ça, c'est pour notre déco. ça, c'est beau. Avez-vous vu le ouais. divan orange? Je pense qu'on en a parlé d'à quel point il est confortable. Je ferai une sieste dessus. Ben oui, ça a comme pas de bon sens. Si je perds la concentration pendant les discussions avec nos invités, c'est parce que je m'endors, parce que le divan est trop confortable. C'est mieux pas. C'est mieux pas. Ensuite, nous avons Fleurs Sauvage. Sauvage Lingerie. Oh, fleurs sauvages. On dit que je les aime. Oui. Donc, pour de la lingerie, mais aussi des accessoires. À chaque fois, on a de la misère, mais le On mot, dit c'est gear. juste Accessoires. accessoires. Fait que pour des accessoires, j'allais dire t'intégrer. Pour... Les débutantes en BDSM. Fait qu'on a des harnais, des jarretières. On n'a pas beaucoup parlé de la jarretière. Moi, je pourrais la mettre pendant l'intro. Je pourrais mettre le kit, genre, Oui, par-dessus mes vêtements, bien pour sûr. vous montrer, genre, Ouais. Denis. En plus, on l'a au studio. On va faire ça au prochain épisode. En tout cas, Monokini, Monokini. c'est une compagnie de céramique et de poterie. Là, c'est ça, le SIA, faut que tu me dises si c'est un synonyme, là, céramique et poterie. oui, c'est vrai. Puis, ce que Monokini fait, qui est vraiment splendide, c'est des ateliers de poterie. Puis, elle peut se déplacer, fait que ce soit à domicile, avec votre entreprise, vous voulez refaire votre kit de vaisselle, puis que ce soit genre vos employés qui fassent tellement d'activités cool. Mais genre, t'as une compagnie aussi, je sais pas, là, de pâtisserie, puis tu veux que toute ta vaisselle, ça soit Monokini Oui. dans ton entreprise, ben bonsoir. Tu peux Ouais. faire comme des demandes personnalisées. Fait que Ouais. c'est vraiment C'est cool. très classe. Oui. Oui. Donc, on remercie nos 4 partenaires épisodes. Et- bisous, bisous, Ouais. on vous aime. Je tiens à vous dire que on a juste filmé un épisode, on en a 2 aujourd'hui, fait que priez pour nous, parce que notre énergie... Oui, puis c'est genre des épisodes qui demandent tellement de jus de cerveau. Là, je suis tellement Oui. concentrée sur tout ce que vous dites. Qui? Vous. Ben, ben toi, parce que moi, je suis comme toi et l'invité. Oh, ok, je comprends. Bon, en tout C'est- cas, bon épisode, la gang. Bonjour! Aujourd'hui... C'est qui le rire qu'on entend? Ben oui, c'est ça, c'est comme bonjour. Aujourd'hui, on reçoit. Boy, ça commence Tu vas y par- arriver. On reçoit Rose de chez Foufoune. C'est drôle, hein? C'est comme spécial à dire. Chez Foufoune. De chez Foufoune. Ouais. Tu nous parler un peu Rose, qui de toi? es-tu? Qui es-tu? Oui, avec plaisir. Hello, hello. Chez Foufoune, en fait, le nom est toujours drôle à dire. Oui, Puis hein? c'est entre autres pour ça qu'on l'a choisi. Bon choix. Quand j'appelle chez Desjardins. Ah, j'aime ça. OK. La semaine passée, on était à un gala. Dans des événements solennels, c'est tout le temps super efficace. Je m'appelle Rose Boucher. Je suis intervenante en santé sexuelle et en victimologie. Puis je suis la directrice générale de la clinique de santé mentale, sexuelle et sociale chez Foufoune. J'aime ça. C'est tellement multidisciplinaire. C'est le fun. Oui, tu veux-tu nous parler un petit peu plus de la clinique, puis de comme... Tes études aussi. Ouais. Oui. Moi, dans le fond, je suis retournée aux études sur le tard. Là. Je suis partie du Québec quand même jeune. J'ai été faire... J'ai été sortir le méchant, disons. Là. J'ai été en voyage longtemps. J'ai été in and out là, du Québec jusqu'à environ mes 25 ans. Puis, quand je suis revenue au Québec, j'avais vraiment le besoin de retourner aux études, me retrouver un purpose. C'était au suite d'une relation violente, fait que j'avais comme le besoin de me trouver un peu, de me retrouver. Puis je suis retournée à l'université, j'ai commencé à Concordia en traduction parce que j'avais besoin de crédit, parce que j'ai jamais été au cégep, puis j'avais le goût de me remettre dans le bain. Finalement, ça m'a full servi parce que c'est genre des cours en langue, puis en rédaction, mettons. Ben oui, fait que, oui. ça m'a vraiment servi finalement. Puis un coup, j'ai eu assez de crédit. Je suis allée à l'UDM. J'ai été acceptée au bac en psychologie.
Puis finalement, en psycho, je me retrouvais pas là-dedans non plus. Je trouvais que c'était un petit peu vieux bonhomme comme science. No shade aux psychologues, là, c'est vraiment un métier essentiel. Mais le bac en psycho, de la manière dont c'est construit... très clinique. Oui, puis c'est vraiment aussi beaucoup dans l'histoire de la psychologie. Je sentais vraiment le besoin d'être plus dans l'action. Puis à l'UDM, on peut faire des baccalauréats par cumul. Fait que finalement, j'ai comme fini ma première année en psycho. J'en ai fait un certificat. Puis après, je suis allée en sexualité et enjeux de société. qui est comme un peu sexo-social, si on veut. Puis après, j'ai terminé mon bac par cumul en victimologie. OK. Fait que mon titre est full long pour rien, mais dans le fond, je suis intervenante psychosociale. Puis je fais de la santé sexuelle auprès des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. OK. Puis aujourd'hui, c'est un peu le sujet, la victimo, qu'on va parler surtout pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que, tu sais, quand tu as fait ton bac en victimo, est-ce que vous parlez juste des victimes d'agressions sexuelles? Est-ce que c'est plus large que ça? On parle, normalement, on va dire, disons, victimes d'actes criminels. Fait que, tu sais, c'est plus large, mais c'est beaucoup axé sur les agressions sexuelles. Mais, tu sais, on a parlé aussi un petit peu des personnes victimes de fraude, par exemple, des personnes victimes d'actes criminels ou témoins d'actes criminels aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui est relié vraiment... Tu sais, la victimologie, en gros, c'est comme l'étude des effets psychologiques sur les personnes victimes. Fait que, tu sais, c'est quand même assez large, mais c'était vraiment axé sur les violences sexuelles. Oui, puis ensuite, tu t'es spécialisée avec les autres études que tu avais faites aussi. Exact. OK, cool. Puis d'où est partie l'idée de partir comme ta propre clinique, ta propre pratique? Dans le fond, quand j'ai été, disons, pendant ma première année en psycho, je me suis comme rendu compte que je voyais pas nécessairement c'est où que j'allais fitter. Puis je suis comme à une bizarre intersection parce que je suis vraiment ancrée dans les pratiques scientifiques, full rigoureuses et tout ça. Mais le milieu institutionnel en tant que tel, je me retrouvais pas nécessairement là-dedans. Je savais pas où est-ce que j'allais fitter, tout ça. Puis, tu sais, il faut le dire aussi, sûrement que vous l'avez vécu en sexo aussi, mais tu sais, quasiment toutes les personnes enseignantes sont genre, oh, c'est la guerre out there, genre c'est un cauchemar, sur le terrain, il n'y a pas de financement, tout le monde capote. Fait que, tu sais, c'est comme si les perspectives d'emploi n'étaient pas full reluisantes. Oh, ouais, c'est comme s'ils nous poussaient vers le privé plus qu'autre chose. Ouais, vraiment. Puis en même temps, tu sais, il y a l'aspect aussi, tu sais, moi, je suis queer, j'ai envie de travailler avec les clientèles marginalisées, j'ai envie de, tu sais, fait que tout ça, comme commencer à faire germer une idée, mais ça m'a pris du temps avant d'y donner de la crédibilité, disons, là. Puis à un moment donné, j'en ai parlé à une personne qui est dans ma vie qui est comme une mentor, disons, là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme catché qu'il y avait comme de quoi. Puis j'ai commencé à écrire mes idées, tout ça. Puis là, ça va faire quasiment 2 ans là, qu'on est ouvert. Puis on est une petite équipe super cool. On donne toutes sortes de services. Fait que ouais, on est vraiment content d'où est-ce qu'on est rendu. Puis tu sais, c'est beaucoup à l'image de ce que je souhaitais comme environnement de travail pour moi. Puis je constate qu'il y a beaucoup de professionnels en santé qui veulent ça aussi, là. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une partie de votre clientèle ou une majeure partie ou une petite partie qui est victime d'agression sexuelle qui vient vers vous pour des ressources? Oui, moi, ma clientèle, c'est quasiment exclusivement des personnes victimes. Mais tu sais, à la clinique, dans le fond, on fait des suivis individuels, de couple, familial, travail social, sexo, éducation spécialisée. Donc, tu sais, notre clientèle vient nous voir, puis nous, après, en amont, on fait un genre de matchmaking pour que ça soit la meilleure personne en compétence qui accueille la personne. Fait qu'on est toutes pas mal dans nos clientèles chouchous, si on veut, là. Fait que, moi, ma clientèle est davantage en victimologie. Puis c'est vraiment ça que sur quoi je tripe là, dans le sens c'est l'intervention qui me fait le plus vibrer. Fait que ça dépend un petit peu. Puis c'est quoi les besoins d'intervention pour les victimes? C'est quoi que les victimes viennent chercher? C'est quoi leurs besoins? Ça dépend vraiment, la personne est où dans son cheminement, là. Si, par exemple, la personne victime vient nous voir dans les premières semaines, par exemple, là, ça va être un besoin de information, validation, tu sais, comme juste faire du sens de tout ça. C'est quoi l'IVAC? C'est quoi le CALAC? C'est quoi tout l'aspect comme technique. Les services. Les services, vers où se diriger, à quoi ça sert. Fait que, tu sais, ça dépend un petit peu de la personne est où dans la phase. Mais ce que je remarque qui est le plus redondant, puis redondant pas au sens négatif, mais vraiment ce qui revient le plus, c'est le besoin de se faire valider. Genre la victimisation secondaire, là, puis on pourra en reparler, mais tu sais, tout ce qui est comme
la réaction des proches après une victimisation, la réaction de l'entourage, peu importe. Ça arrive tellement souvent que les personnes sont juste pas crues. Puis, tu sais, moi, ma première rencontre avec mes personnes clientes, c'est tout le temps la première affaire que je fais, c'est de les valider dans leur expérience, leur dire « je te crois, t'as pas besoin de te valider, t'as pas besoin de over... » On va en parler quand t'es prêt, quand t'es prête, puis je te crois, même si tu me donnes pas tous les détails. Là, comme on mets part ça sur la table en premier. Puis c'est souvent le moment où il y a le lien qui se crée le plus fort, parce que c'est vraiment puis c'est triste à dire, mais c'est vraiment le besoin le plus répandu, je dirais. Là. Ouais. Ça serait quoi une bonne réaction, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, d'une amie qui vient se confier, d'un ami, c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner? Parce que c'est pas facile de bien recevoir, tu sais. Puis moi, j'ai senti qu'il y a quand même des lacunes, même si nos amis sont full proches, qui veulent juste notre bien. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas facile de bien valider la personne, mettons. Ouais, je pense que c'est tellement répandu de comme... Puis tu sais, là, on parle de victimisation, mais même une grosse nouvelle émotionnelle. On est vraiment poche, les humains, pour recevoir ce genre de nouvelles-là. On a tendance à vouloir régler le problème. Fait que, tu sais, déjà dire, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça? Ça, c'est à ne pas faire. La recherche de solutions, c'est pas validant émotionnellement de se faire donner, garrocher plein de solutions. Les personnes sont probablement même pas rendues là quand ils se confient. Fait que, tu sais, ça, c'est une des choses. Évidemment, la première chose, c'est de juste croire la personne. Tu sais, on veut pas tomber dans la curiosité mal placée non plus. Fait que, tu sais, demander des détails pour voir si l'histoire fait du sens ou pour nous-mêmes faire du sens, comprendre. Des fois, quand on reçoit ce genre de nouvelles-là, on va être sous le choc, tu sais. Fait qu'il faut calibrer un peu notre... Tu sais, it's not about me, là. Tu sais. Puis il faut pas tomber dans la curiosité. Vraiment, ça, je le vois vraiment souvent. Puis vraiment rester calme. Les personnes qui dévoilent une agression sexuelle sont déjà extrêmement activées dans leur système nerveux, sont déjà dans un état probablement second dû au stress. Puis dépendamment sont où dans leur phase, ça peut être une phase de stress aigu, peu importe, mais ils n'ont pas besoin que la personne à qui ils vont se confier se mette à capoter, pleurer, faire le bacon en terre. Ça peut être vraiment difficile de faites-le après en privé. Fermer la porte, capoter en silence après de votre côté puis aller chercher du soutien. Mais la personne, ça peut vraiment aggraver son état de devoir gérer en plus comme la réaction de ses proches. Il faut pas faire sentir comme... Je pense qu'une réaction qui pourrait arriver souvent, c'est comme de la colère par rapport comme, tu sais, oh mon Dieu, c'est injuste, voyons donc, c'est qui la... Tu sais, comme d'être vraiment être en colère envers la situation et ou l'auteur, l'autrice de l'agression. Ça doit être un sentiment qui est super... D'être fâché, là, puis d'être genre outré, puis de vouloir prendre la défense, tu sais. Peut-être que certaines personnes apprécient ça, mais tu sais, règle générale, je pense que ça fait juste rajouter à l'espèce de « j'aurais pas dû le dire ça fait juste causer encore plus de tort à la personne. Tu sais, comme... La personne qui se dévoile doit sûrement être en position de comme « OK, là, en plus de me dévoiler, il faut que je rassure la personne à qui je me dévoile. » Faut que je gère les émotions de la personne. C'est vraiment... Ça, c'est ce que je vois le plus souvent, mais tu sais, encore une fois, d'être cru, c'est l'affaire la plus tough, puis ça devrait pas, là. J'ai passé un peu par... on a fait un épisode sur les violences sexuelles, puis j'ai raconté... la violence que j'ai subie il y a genre 2 ans ish. Puis moi, une des affaires que j'avais attendu, c'est de le dire à ma mère parce que je savais justement qu'elle allait comme réagir fortement. Puis j'étais comme, en ce moment, je n'ai pas l'énergie pour te gérer, tu sais. Mais même si c'était comme la personne avec qui j'avais le plus envie d'en parler. Puis finalement, elle a été tellement douce, puis full fine, mais j'avais l'impression que ma mère, elle allait genre monter à Montréal, puis elle allait être comme c'est où, c'est qui, puis tout. Puis finalement, elle a tellement bien réagi. Mais c'est vrai que comme j'avais vraiment la pensée de, oh non, je peux pas être la personne qui va la rassurer, tu sais, en ce moment. Ça va tellement y faire de la peine, ça va tellement la mettre en colère. C'est ça, puis c'est normal, tu sais, c'est sûr qu'elle était pas comme... c'est sûr que ça lui a fait de la peine, mais elle s'est gérée, tu sais. Je pense que faut être capable de se réguler, tu sais, dans ces moments-là, parce que c'est valide de sentir comme de la colère puis de la peine, sauf que tu dois pas nécessairement le mettre dans la face de la personne qui vient, tu sais, de vivre une violence. Fait que mais c'est... Finalement, elle a bien réagi. Fait que bravo, maman. Oui, on est contente. Mais oui, c'est vraiment la pensée que j'avais de comme, faut pas que genre je me mette à devoir comme tout lui expliquer puis tout. Fait que tu sais, j'étais allée vers André puis mon chum du moment. Puis tu sais, André, je savais que comme c'est con, mais genre on a fait les mêmes études, on a eu un cours là-dessus. Je savais qu'elle allait bien recevoir, tu sais. Fait que puis c'est difficile, genre, mettons, moi, de mon côté, de receveuse, une nouvelle, hey, tu sais, comme, je devais m'autoréguler, je devais vraiment être comme,
pour être en position d'écoute active, parce que c'est ça qu'il faut avoir, puis de recevoir, puis d'être là pour entendre ce que Rosie a besoin de me dire en ce moment. J'étais comme, non, tes émotions, tu vas les gérer plus tard, mais tu sais, d'être une personne qui est super proche de la victime, c'est difficile à gérer, mais l'autorégulation, c'est vraiment important, je pense, dans ces moments-là. Puis t'as nommé quelque chose qui m'a comme fait décliquer aussi. Tu sais, souvent, on a le goût d'être en mode solution, puis on veut pas garrocher ça sur la personne, mais une des choses qui peut être vraiment aidante, c'est de procurer de l'aide technique à la personne. Fait que genre, t'as-tu besoin d'aide pour aller faire ton épicerie? T'as-tu besoin d'aide pour appeler, prendre des rendez-vous? Est-ce que t'as besoin d'aide pour, par exemple, si t'as allé te faire dépister, aller faire une trousse médico-légale? Ça, c'est le genre d'affaire que quand t'es en phase de stress aigu, c'est genre des montagnes, puis t'es pas en position... T'as de la misère à te mobiliser pour te demander de l'aide. Fait que, tu sais, si vous pouvez ne pas garrocher toutes vos solutions à la personne, puis juste les internaliser, puis voir, peut-être que je peux aller faire une petite épicerie pour ma chum. Peut-être que je peux l'aider à prendre un rendez-vous. Peut-être, tu sais, proposer. Ça, c'est vraiment précieux, tu sais, sans tomber trop dans l'intimité de la personne. Mais je pense que ça peut être vraiment aidant aussi. Puis ça peut nous procurer un sentiment d'efficacité. Là, on est dans l'action. Tu sais, comme personne qui reçoit ça, ça peut aider aussi à se réguler. Toi, je pense que tu étais un peu comme exilée. Tu étais allée justement auprès des personnes qui ont pris soin de toi pendant une semaine, dans le fond. Oui, mais j'ai vraiment eu de l'aide technique au niveau de la dénonciation. Fait que, justement, mon ex, c'est lui qui était venu me chercher. En fait, je peux raconter brièvement, mais j'avais pris un rendez-vous dans une clinique qui se disait, genre, massothérapeute puis tout, mais pas du tout, genre, finalement, tu sais. Fait qu'il y a eu, genre, des attouchements, puis j'ai figé, là, tu sais, vraiment comme... on va en parler plus tard, mais tu sais, réaction vraiment que genre j'avais vu dans mes cours, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai été correcte de pas me blâmer de pas être capable de partir puis tout. Fait que tu sais, au moins j'avais comme... C'est con, mais vu que je le voyais en cours, j'étais comme, c'est vrai, puis je le comprenais, tu sais. T'étais vraiment douce envers toi-même. Oui, c'est ça. J'étais comme, OK, c'est correct, mais d'un autre côté, je savais que avec toutes les statistiques qu'on a vues, c'était mieux que je dénonce le plus rapidement possible. Oui, 100%. Fait que, puis moi, j'étais prête à le faire puis tout, mais tu sais, mon copain m'a accompagnée premièrement quand la police sont venus chez nous, après quand je suis allée au poste de police, puis tu sais, même quand je suis arrivée au poste de police, s'il avait pas été là, je sais pas comment j'aurais fait. Tu sais, c'était juste sa présence. Tu sais, j'étais arrivée puis j'étais comme, je viens pour comme dénoncer, blablabla. Puis il était comme, il est écrit dans ton dossier que genre tu voulais pas porter plainte. J'étais comme, dude, ça faisait genre 30 minutes. Tu sais, fait que là j'ai genre crié puis je me suis mis à pleurer. Puis tu sais, c'est comme mon chum qui a pris genre la charge de comme lui expliquer puis tout. Puis il m'a dit va t'asseoir puis tout. Puis c'est ça que j'avais besoin absolument là. Tu sais, j'étais comme ça m'a mis en énorme colère contre genre... Mais tu sais, je sais qu'il faisait pas ça pour mal le faire, mais j'étais genre... Voir que genre je suis reçue comme ça quand je prends genre... Tu sais, je viens dénoncer, puis tu sais, je prends toute mon énergie, j'étais genre... Mange la calisse de merde. Genre, j'étais tellement en colère, tu sais, puis pas contre cette personne-là, juste genre le système qui est pas capable de m'accompagner, puis d'où l'importance des services que vous offrez, tu sais. Parce que c'est dommage, mais le système judiciaire va pas t'accompagner, tu sais. Fait que c'est comme... C'est ça. Il y a des lacunes qui sont comme, malheureusement, qui contribuent au maintien des symptômes de stress post-traumatique. Fait que genre, une situation... premièrement, je suis désolée que tu aies vécu ça. Puis, tu sais, après chaque étape devient déterminante dans comment la personne va guérir. Absolument. Fait que la manière qu'elle est accompagnée, la manière qu'elle est accueillie au poste de police, même si la personne est juste bête à l'accueil au poste de police, ça peut aggraver. Tu sais, chaque étape est tellement cruciale que genre ça devient vraiment complexe à naviguer, encore plus quand tu as tes émotions qui sont all over the place. Fait que, Là, je pense aux personnes, tu sais, on parle de l'importance du réseau, là, tu sais, des piliers, comment l'entourage peut bien réagir. Pour les gens qui n'ont pas cet entourage-là, qu'est-ce qui peut venir soutenir, qu'est-ce qui peut venir alléger toute la phase de dénonciation, la phase de dévoilement? Faudrait peut-être qu'on... j'ai malheureusement pas le numéro, mais il y a une ligne d'écoute information agression sexuelle. C'est une ligne qui est à Montréal, mais qui est disponible partout à la grandeur du Québec. Je pense que ce qui est le plus compliqué au début, c'est de genre trouver par où commencer si on désire dénoncer, même juste prendre cette décision-là. Est-ce que je dénonce? Est-ce que je dénonce pas? Fait que, tu sais, d'appeler à une ligne d'écoute, appeler au CAVAC, ça peut être aidant. Mais, tu sais, juste se démêler dans ces services-là, ça peut être complexe. Fait que moi, je démarrerais avec une ligne d'écoute. Les hôpitaux ont aussi... La plupart des hôpitaux sont équipés avec un centre, disons, il y a au moins une personne sur place aux urgences qui est formée pour accueillir une personne qui voudrait faire un dévoilement ou qui voudrait du moins passer des tests, passer une trousse médico-légale. Pour les personnes qui ne savent pas, là, une trousse médico-légale, c'est comme ce que tu passes comme examen, disons, médical après une agression.
Je pense que ça peut être fait dans les 72 heures, mais là, je suis pas certaine. Là. Il y a comme une petite fenêtre, là, disons, là, de délai. Puis ils vont prendre des prélèvements, tout ça. Ça peut être un petit peu stressant, mais en même temps, que vous vouliez dénoncer ou pas, c'est une bonne première étape parce qu'un coup que vous êtes... Tu sais, le public, là, il y a bien des défauts dans le système public, mais un coup que tu es dans le loop, ils vont te donner des ressources. Fait que si tu sais pas vers où aller, urgence, 811, ligne d'écoute, puis eux autres, ils vont t'enligner. Moi, c'est ça que je dis toujours. Après, tu sais, c'est sûr que plus le temps avance, plus tes besoins vont évoluer, puis c'est ça qui va indiquer quel genre de service tu as le plus besoin, tu sais. Okay. Puis là, je le mentionne tout de suite, mais les numéros, je vais les retrouver, puis je vais pouvoir les mettre en description d'épisode. Fait que si vous écoutez en ce moment, puis vous demandez où trouver les ressources, ça va tout être écrit. Super. Ouais. Parce que c'est vrai que, tu sais, même nous, on les avait vus au bac, mais moi, j'étais toute mêlée, là. J'étais comme, je sais pas où aller, je sais pas comment ça marche. Tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de ressources, mais c'est pas nécessairement tout regroupé à la même place. Fait que c'est cool que, tu sais, à votre clinique, c'est une prise en charge très globale. Tu sais, on va comme tout regarder. C'est quoi les effets et les conséquences que tu vois dans ta clientèle inattendues aussi? Tu sais, on entend beaucoup de réactions, justement, avoir des flashbacks, tu sais, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que tu vois comme conséquences chez les personnes victimes? Au niveau comme symptômes weird, là, c'est beaucoup au niveau de la connaissance de soi. Fait que, tu sais, des personnes qui, par exemple, vont... si, par exemple, c'est des personnes qui avaient des croyances spirituelles ou religieuses, des fois, les personnes vont carrément changer de cap, arrêter d'avoir ces croyances-là. Au contraire, certaines personnes qui sont pas croyantes ou pas religieuses peuvent se trouver une espèce de filon après, tu sais, qui vont les aider dans leur guérison. Il y a une espèce des changements dans la personnalité qui sont possibles. Moi, j'ai certaines personnes qui vont me dire, par exemple, tu sais, je sais même plus c'est quoi ma couleur préférée, je sais pas c'est quoi que j'aime, je sais pas. Puis le gros de mon travail, quand je suis en début de relation d'aide avec ces personnes-là, c'est carrément de leur poser des questions sur c'est quoi que ces personnes-là aiment. Est-ce que tu aimes faire telle chose? Si on pense à ta journée hier, c'est quoi les parties que tu as le plus appréciées? Est-ce que c'est des choses que tu aimais avant? Tu sais, essayer d'aider la personne à préciser comme au niveau de sa connaissance d'elle. D'ailleurs, si jamais vous côtoyez des personnes qui sont full traumatisées, là, tu sais, qui ont vécu beaucoup de traumatismes, ça peut être vraiment aidant pour les personnes d'avoir des conversations très casual sur qu'est-ce que t'aimes. Genre, qu'est-ce que t'aimes manger? Si vous allez au resto avec ces personnes-là, leur poser la question, « Ah, toi, t'aimes-tu ça, telle affaire? » Ça peut avoir l'air vraiment banal, mais la connaissance de soi devient vraiment ébranlée quand on est en phase post-victimisation. Fait que ça, c'est un des effets les plus... Disons que moi, j'avais pas ni vu nécessairement dans mes cours en profondeur, mais aussi que j'avais pas pensé que ça allait être aussi prévalent. Là. C'est beaucoup de mes personnes clientes qui ont... Ou, tu sais, par exemple, j'aimais faire tel sport avant, maintenant j'haïs ça, je comprends même pas pourquoi je le faisais avant. Il y a une espèce de switch qui peut se passer, puis ça peut être vraiment déstabilisant de regarder en arrière puis de se dire je suis qui, genre c'est quoi qui se passe, tu sais. Rosie puis moi, on avait écouté un court-métrage, là, le nom m'échappe, le nom de la réalisatrice aussi. Oui. Qui suivait, dans le fond, une maison d'hébergement moyen-long terme, je pense, pour les victimes de violences conjugales. Puis un besoin qui était vraiment nommé par ces femmes-là, c'était de se redéfinir autrement que par les violences qu'elles avaient vécues. Fait que de retrouver des hobbies, de retrouver des choses qu'elles aiment, de retrouver des... Justement, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant mes temps libres, de qui j'ai envie de prendre soin, qui j'ai envie de côtoyer, puis de vraiment se redéfinir autrement que par le traumatisme vécu. Absolument. Ça vient shaker, on dirait... comme le plus profond de nous-mêmes. Genre, notre identité. Le côté identitaire, nos croyances. Même, tu sais, des fois, c'est genre, on dirait, je me reconnais même pas dans mon cercle d'amis. Tu sais, puis ça peut être des symptômes qui sont inquiétants parce que tu te dis, genre, cette victimisation-là, comme va m'affecter à jamais, genre, c'est quoi l'affaire, tu sais? Fait qu'en intervention, c'est beaucoup d'aider les personnes à, comme, se retrouver un petit peu, essayer au quotidien de trouver des choses qui les font vibrer, puis d'essayer d'éviter de le comparer à avant versus après. Tu sais, ça devient difficile aussi. Un truc qu'on avait déjà parlé aussi, mais à quel point aussi il y a des effets sur son corps. Tu sais, il y a un livre justement qui a été écrit, que j'ai pas lu malheureusement, mais qui avait été recommandé par ma naturopathe, qui, il me semble, Le corps se souvient, quelque chose The comme body ça. keeps the score. C'est ça, absolument. Puis, à un moment donné, je suis allée... voir une madame en thérapie avec une approche holistique, puis j'y allais vraiment comme, tu sais, comme voir un psy, mais différemment. Tu sais, j'avais envie de quelqu'un comme qui a une approche différente. Puis je m'en vais, c'était genre sur le plateau, je vais aller voir la petite madame, puis tout, on commence à parler, puis tout.
Puis là, j'ai dit comme, ça va être très TMI, mais je suis comme, j'ai des problèmes de constipation, tu sais. C'est sûr, ouais. Puis là, elle commence à me parler, puis tout, puis j'avais rien dit, là. Puis elle prend mes mains, puis elle me regarde dans les yeux, puis elle est comme, t'as été victime d'agression sexuelle, hein? Puis c'était, genre, elle l'a vu, là, dans mon âme, là. Puis elle était comme, ton corps a de la misère à se relâcher, ton corps a de la misère à se détendre. Puis c'est à ce moment-là que j'en avais parlé avec ma naturopathe, puis elle était comme, c'est fou à quel point le corps a des réactions. Tu sais, moi, c'était un moment où j'étais comme, psychologiquement, j'étais comme, je vais bien. Genre, tu sais, j'ai oublié, mais tu sais, ça va bien, ça me fait pas quelque chose d'en parler, puis tout. Puis elle était comme, ton corps s'en rappelle, par exemple, tu sais. C'est fou. C'est fou raide. Puis The Body Keeps the Score, l'auteur, j'ai fait une formation avec lui. Pas moi, juste moi avec lui, là. Il y avait plein d'autres personnes. Mais c'est un vieux bonhomme, là. C'est un vieux de la vieille, puis son livre est super intéressant. Il y a Waking the Tiger aussi, qui est un livre que je recommande vraiment fortement dans cette catégorie-là. Mais effectivement, tout ce qui touche au traumatisme, on est beaucoup dans le reconnecter le corps et l'esprit, tu sais. Puis moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé, disons, à quel point ça allait être présent dans ma clientèle, mais tu sais, tout ce qui est reconnaître ses signes de faim, reconnaître ses signes de fatigue, difficulté à reconnaître ces signes-là, des choses qu'on aimait avant au niveau physique que maintenant nous plaisent plus. Puis tu sais, là, tu parlais de constipation, ça me surprend pas du tout. Tu sais, tout ce qui est digestif, tu sais. Des douleurs chroniques, j'imagine. Ouais, puis même, tu sais, une des catégories de symptômes qui est vraiment dure à gérer dans les troubles post-traumatiques, c'est tout ce qui est physique. Parce que comme tu dis, t'es comme, bon, ben au niveau mental, j'ai traité l'information, je sais qu'est-ce qui s'est passé, je comprends, blablabla. Pourquoi que j'ai le goût de dégueuler, je t'étourdis, que genre j'ai un indice, quelque chose qui me rappelle mon agression, puis là, soudainement, genre rien ne va plus, j'ai le frisson, j'ai chaud, tu sais. Le corps s'en souvient pour de vrai, puis c'est une des affaires, tu sais, je sais pas, peut-être ça va faire écho pour une de vous, mais tu sais, moi, mettons, ma psy, une des difficultés que j'ai, c'est que j'intellectualise full mes émotions. Tu sais, je sais exactement pourquoi chaque affaire s'est passée. Je suis capable de faire des liens, je comprends ma map, mes affaires d'attachement, tout ça, mais je suis pas capable de le filer, genre, tu sais. Puis ça, c'est une difficulté que beaucoup de personnes victimes ont parce qu'il y a comme un disconnect, tu sais. Il a fallu qu'on se protège de notre système nerveux pour être capable de fonctionner. Therefore, on a de la misère après à comme... C'est que le refoulement, il n'est pas juste mental, le refoulement va se loger ailleurs dans le corps. C'est fou raide. Ouais, vraiment. Le côté émotionnel, moi, un des affaires, ça, c'était dans les effets comme juste après, mais je me mettais à pleurer n'importe quel moment. Je faisais mon lit, là, puis je devenais en crise, là. Cette semaine, les 2 semaines suivantes, mon ex, mon chum, il était avec moi 24h/24. Là. J'étais comme, je peux pas être tout seul. Puis, tu sais, j'ai été chanceuse d'avoir quelqu'un qui était physiquement... J'avais besoin d'être protégée. C'est comme ça que je me sentais. J'avais besoin de quelqu'un... Si quelqu'un cogne à ma porte, c'est pas moi qui réponde. Genre, des trucs là, tellement banals que, tu sais, j'avais jamais pensé avant. Puis, tu sais, je suis pas allée au travail pendant genre 1 semaine, puis tout. Mais c'est le genre de choses que, tu sais, j'ai eu la chance puis le privilège d'avoir. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de, comme, d'avoir quelqu'un qui est là. Fait que, tu sais, d'où l'importance de tous les services aussi qui existent, là. Puis le côté émotionnel, je le sens. Là, j'ai de la misère à vivre mes émotions dans la vie. Andrea le sait très bien. Là. Mais je pense que c'est un mélange d'affaires aussi. J'ai vécu une rupture difficile. Il y a eu ça. J'ai fait confiance à trop de monde. Fait que là, je suis comme, j'ai plus d'émotions. C'est terminé. D'ailleurs, c'est quoi les impacts d'un trauma comme le serait une agression sexuelle sur les styles d'attachement des victimes? Bien, ça, c'est aussi une des premières affaires que je vais regarder avec mes personnes clientes. C'est comme, tu sais, est-ce que tu as déjà entendu parler des styles d'attachement? À quoi tu t'identifies? Comment tu vois ça? Puis là, tu sais, je nomme des choses, puis je vois à quoi la personne s'identifie. Un traumatisme, ça peut amener... il y a un bris de confiance en l'humanité qui se passe. Il y a un bris de confiance en ce sentiment de sécurité-là comme inné qu'on peut avoir. Un peu moins les femmes ou les personnes marginalisées en général. Mais, tu sais, règle générale, on marche dans la rue, on s'attend pas à ce qu'il arrive quelque chose de complètement, genre, qui va changer notre vie. Plus soudainement, t'as plus de vigilance. Fait que, tu sais, tu parlais du fait que, tu sais, au niveau de tes émotions, c'est plus difficile, puis t'es plus, peut-être plus distante dans tes émotions. Ça, c'est une des choses qu'on remarque beaucoup. Puis moi, je l'ai vécu aussi après les violences que j'ai vécues. C'est comme une espèce de... La porte est fermée, scellée, puis elle est en arrière d'une autre porte, puis genre, c'est dans un building qui n'a même pas de porte. Genre, impossible d'y pénétrer. Puis ce qu'on voit au niveau de l'attachement, c'est que si, par exemple, on était une personne anxieuse dans notre attachement avant, soit ça va être genre quintuplé, ou au contraire, tu vas te diriger vers un style plus évitant. Puis vu que tu es moins habitué dans ce style-là d'attachement, disons, ou dans ce schéma-là d'attachement,
il y a comme une désorganisation qui se passe. Tu es comme en évitement, mais tu sais pas comment éviter. Fait que c'est comme tout devient super confusing, ou tu peux te diriger vers un style plus ambigu. Fait que tu recherches la proximité, mais quand tu l'as, tu as le goût de dégueuler, puis tu as le goût de te sauver en courant, puis de genre, plus jamais y retourner. Au contraire, tu te diriges vers des personnes qui sont super évitantes pour essayer. Fait que ça peut carrément changer notre style d'attachement, ou du moins nous amener à avoir des comportements qui s'éloignent de notre style d'attachement. T'sais. Est-ce que tu vois que ça impacte le réseau affectif des personnes qui sont victimes sur les relations qu'elles ont déjà? Oui, je pense que ça peut amener vraiment, puis ça dépend toujours du contexte, mais tu sais, ça peut amener beaucoup d'épuisement au niveau du réseau. Tu sais, si par exemple une personne a été victime plusieurs fois, parce que tu sais, les violences sexuelles, une des statistiques qui est comme dure à expliquer, c'est qu'une première victimisation nous met plus à risque d'en vivre encore. Fait que ça, souvent, tu sais, quand on est, par exemple, je pense à mes amis, à moi, mettons, tu sais, après plusieurs relations toxiques, disons, ou violentes, il peut avoir un épuisement du réseau. Les personnes peuvent ne plus savoir comment t'aider, plus savoir quoi dire. Puis ça, ben, malheureusement, ça vient confirmer nos croyances à nous dans le fond, je peux pas me fier à personne. Fait que, tu sais, il y a comme il y a une grosse solitude qui peut s'installer, même si les personnes sont là géographiquement, physiquement avec nous. Il peut y avoir vraiment un gros sentiment de solitude, d'être incompris, incomprise. Ça peut être vraiment difficile. Puis, ben, si jamais la personne de notre entourage est juste pas adéquate dans l'aide qu'elle nous apporte, évidemment, ça peut créer des bris dans les relations. Puis tu sais aussi, la plupart des victimes, c'est les personnes qui ont commis l'acte, c'est des personnes qui connaissent aussi. Fait que tu sais, il y a ce côté-là. Tu sais, moi, c'est un professionnel, mais ça reste que maintenant, avant d'aller chez n'importe quel professionnel, genre, je check en maudit les affaires, tu sais. Puis, t'as-tu une hypothèse, parce que mon psy m'en avait parlé par rapport à, tu sais, quand t'es victime une fois, t'as plus de chances d'être victime d'autres fois. C'est-tu comme une question de vulnérabilité? Genre, ça se peut que t'aies pas de réponse, mais je trouve ça comme curieux, tu sais, comme... Mais il y a plusieurs facteurs. Là. Si on pense, mettons, aux victimisations à l'enfance, par exemple, t'as vécu des agressions sexuelles à l'enfance, de l'inceste, ce genre de victimisation-là, ben probablement qu'à l'adolescence, tu vas avoir une plus grande tendance pour la prise de risque. Puis, je dis ça avec full précaution parce que ces statistiques-là, ça peut tourner rapidement au victim blaming. C'est plus, disons, des cadres explicatifs que genre une relation de cause à effet. Je prends le temps de le dire. Mais fait que, il peut y avoir peut-être justement une difficulté à reconnaître ses propres limites. Fait que, on se ramasse dans des relations qui sont peut-être pas adéquates pour nous. Puis des personnes toxiques ou des personnes malveillantes vont en profiter. Fait que je pense que c'est plusieurs choses qui vont influencer, mais c'est surtout comme comment nos comportements vont être influencés après nos victimisations. Ça va influencer après dans lesquelles genre de situation on se retrouve, tu sais. Mais c'est une des affaires qui me puzzle le plus en victimo. Vraiment. Mais tu sais, ça doit être multifactoriel aussi, évidemment. Exact. Comment, parce que tu sais, moi j'ai mon hypothèse là-dessus, puis je l'ai vécu aussi, mais le système judiciaire, là, comment, tu sais, il y a plusieurs lacunes avec les victimes d'agressions sexuelles. On en a parlé beaucoup au bac. En général, c'est quoi la prise en charge? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mettons, là, je vais au poste de police, puis c'est quoi les prochaines étapes, mettons? Ben, c'est comme compliqué parce que il y a pas beaucoup de personnes qui vont à la police. À la base. Fait qu'il y a plus de personnes que je vois en intervention qui vont juste jamais aller à la police ou qui sont pas allés ou qui sont allés une première fois, qui ont eu une vraiment mauvaise expérience puis qui veulent plus y retourner. Mais tu sais, une des choses, je pense, qui est le moins connue puis qui serait le plus utile pour les personnes victimes de connaître, c'est que dès ton premier contact avec la police, ça peut être utilisé en cours. Fait que la première conversation de 30 secondes, elle va être écrite dans ton dossier, puis après, à la cour, ça peut être utilisé dans ton témoignage, ça peut être utilisé dans ton questionnement. Fait que quand tu es dans une phase de stress aigu, tu te dis « OK, je vais aller à la police, je vais aller... » Puis peut-être que ça va faire quoi avec ton expérience, je sais pas, mais t'es pas dans un état de réfléchir à l'aspect logique, logistique, la séquence, mais il faut se rappeler que nos premiers contacts avec la police, ça peut être utilisé en cours, puis ça peut malheureusement... Par exemple,
il se passe quelque chose la veille au soir, tu vis une victimisation, le lendemain matin, tu décides d'aller à la police, tu n'as pas dormi de la nuit, tu es déstabilisé, tu es stressé, tu pleures, tu arrives à la police, tu comptes ton récit, il y a des trous dans ton histoire. Tu te rappelles plus exactement qui était où, quelle heure, telles affaires, tu racontes ton histoire quand même, puis plus tard, quand c'est rendu au questionnement dans si ton cas est retenu, parce que ça aussi, c'est un enjeu, si jamais ton cas est retenu, puis que tu te ramasses à la phase de questionnement ou de témoignage, ben ça peut être utilisé contre toi. Ben comment ça que tu savais pas que c'était à quelle heure telle affaire ou que telle personne s'appelait comme ça ou tu sais. Fait que ça c'est super important pour les personnes de le savoir, c'est que chaque seconde va être utilisée en cours potentiellement. T'avais écrit, toi? Hein? Oui, moi, je mais en fait, quand j'ai appelé la police, quand mon chum m'a appelé la police à ce moment-là, c'était direct après. Fait que j'ai eu la première intervention avec des policières, ce que j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'était voulu, là. Fait que c'était 2 femmes police qui étaient venues chez mon ex, puis on s'est parlé. C'était vraiment juste eux puis moi. Puis là, j'étais comme, il peut-tu rester? Il était comme, non. J'étais comme, OK. Fait que j'ai parlé, ça a duré peut-être 5-10 minutes. C'était quand même court. Là, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux porter plainte? Puis là, j'ai dit, je sais pas encore. Fait que là, ils ont fermé le dossier. Fait que là, le lendemain, quand j'étais prête, le lendemain ou le surlendemain, je suis allée à la police. Puis là, c'est là que j'étais comme, oui, blabla, mon dossier. J'avais mon numéro de dossier. Puis ils étaient comme, ben, vous l'avez fermé. Là, j'ai commencé à pleurer. Puis après, ils étaient comme, OK, c'est bon, on réouvre ton dossier. Fait que moi, la première étape que j'ai eue, c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a redemandé mon récit et qui m'ont suggéré aussi de l'écrire en détail. Puis que si je me rappelle des trucs, tu sais, de tout le temps comme retourner dans mon petit texte que j'ai encore dans mon ordi à ce jour. Fait que ça, c'était mon premier contact. Après, quelqu'un m'a réappelé. On dirait qu'ils sont tout le temps en train de valider. Veux-tu porter plainte? Veux-tu porter... J'étais comme là, ça fait comme 4 fois que je le dis. Genre, tu sais, j'avais l'impression d'être une charge. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu sais. C'est ça, j'entends un récit de Rosie, puis on dirait c'est de la revictimisation. Faut tout le temps, tu es en train de répéter ton histoire, puis revalider les informations, puis te battre un peu contre un système qui va tout le temps douter de ton histoire pour s'assurer que tout soit véridique tout le temps. Tu sais, faut le dire, là, les personnes victimes dans le système de justice actuel ont le statut de témoin. Et ça, en soi, c'est problématique parce que ça lui donne pas comme une entité, tu sais, à part entière. Ça donne le droit de participation, mais ça donne pas t'es pas une personne à part entière dans le processus. Fait que déjà là, il y a un problème. Puis après, j'appuie tellement les victimes qui veulent aller dans une démarche judiciaire parce que un des besoins des personnes victimes, c'est la reconnaissance, c'est la réparation, c'est la justice. Puis peu importe c'est quoi le moyen qui est utilisé, j'encourage les personnes à aller vers ce qui fonctionne pour elles. Après, c'est certain que, comme tu dis, il y a un gros aspect de répétition qu'on doit rester consciente. Il y a l'aspect aussi, tu as eu un bon conseil d'écrire. Faut écrire, faut garder en note chaque affaire. Même moi, des fois, je conseille d'enregistrer quand on a de la misère, parce que certaines personnes peuvent avoir de la misère, par exemple, à écrire ou à mettre leur... enregistrer puis donner des titres à nos messages vocaux, par exemple. Mais l'aspect de répétition va vraiment faire partie. Il y a aussi un aspect de manque de communication derrière les rideaux. Fait que, tu sais, toi, comme personne qui va à la police, peut-être que tu t'en rendras pas compte ou tu vas avoir juste comme les ramifications de ça. Mais peut-être que la personne qui a pris ta première déposition sera pas la personne qui va te rappeler après. Peut-être que cette personne-là est pas au courant de certaines affaires contextuelles qui ont été dites. Peut-être que, tu sais, bon. Fait que tout ça, ça rajoute effectivement à l'espèce de revictimisation constante, d'avoir à répéter ton truc. Tu sais, maintenant... il y a des mesures qui sont mises en place. C'est pas parfait, puis c'est pas dans tous les postes de police. Fait que, tu sais, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des personnes intervenantes de différents organismes qui sont dans les postes de police, qui sont dans les cours de justice. Puis, thank God, mais c'est pas encore au niveau, disons... idéal. Exact. Est-ce que ça permet de mieux comprendre pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui vont passer par une dénonciation comme sur les réseaux sociaux, une dénonciation, je ne saurais pas comment la qualifier, le social, mettons, au lieu du judiciaire? Oui. Je pense que oui. Puis, tu sais,
J'ai de la misère à avoir une opinion nuancée là-dessus, puis j'essaye parce que je suis intervenante. Mais au niveau des dénonciations sociales, c'est un symptôme des lacunes du système de justice. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si les personnes étaient capables d'avoir une satisfaction de réparation, de justice à travers le système qui est fait pour ça, ben on verrait pas autant de dénonciations en ligne. Fait que ça, c'est la première chose. Après, je pense que le problème avec les dénonciations en ligne, c'est... par exemple, si on pense aux dénonciations de personnalités publiques, c'est qu'après, il va y avoir du bullying qui se fait pour la famille de la personne agresseur, par exemple. Il y a des dérapes, et c'est souvent les dérapes qui sont problématiques, pas la dénonciation en soi. La dénonciation, en fait, c'est une recherche de justice, de réparation, de reconnaissance, de « Hey, écoutez-moi donc », genre. Après, ce qui vient ensuite, puis on a tendance à faire ça, les humains, c'est qu'on gâche un peu plein d'affaires. Le processus de dénonciation en ligne, en tant que tel, est pas nécessairement problématique. C'est ce qui va suivre après, qui vient finalement donner une espèce de... Puis j'encourage pas les personnes à faire ça, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire d'abord? Fait que oui, je pense que vraiment ça contribue à ça. Il y a aucun doute là-dessus. Là, parce que dans le système en ce moment, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais tu dois prouver hors de tout doute raisonnable que cette personne-là a commis cet acte-là. Sauf que le problème avec les agressions sexuelles, c'est que c'est dans le privé. Fait que c'est pas facile, puis surtout que souvent c'est une personne que tu connais, puis tout ça. Fait que tu sais, moi j'ai bien beau raconter mon histoire 50 000 fois, c'est comme sa voix contre la mienne, tu sais. Fait que c'est pas facile, puis d'où les lacunes du système judiciaire. Mais tu sais, le système judiciaire a l'air, tu sais, ils sont conscients aussi, genre des lacunes, tu sais, quand on en parlait dans une cour de victimo, c'était pas comme « Ah, tout est beau, tout est rose, c'est bien fait », tu sais. Je pense que de plus en plus, il y a l'idée d'introduire un tribunal pour les victimes d'agressions sexuelles. Ouais, mais tu sais, si je peux faire un petit rant, là. Ouais, vas-y. Tu sais, le code criminel, une de ses caractéristiques, c'est de s'adapter au contexte social. Cheers, c'est super. Mais il faut savoir aussi que le code criminel est apparu quasiment, en fait, plus que 100 ans avant le code de droit des victimes. Fait que, tu sais, incrusté dans nos codes de loi, il y a un angle protection de la liberté d'une personne accusée. Puis, merci, c'est cool, tant mieux, mais dans un contexte de crime contre la personne, ça rend pas service aux personnes qui sont victimes parce que, en tant que tel, dans le code criminel, c'est conçu finalement pour que les peines soient proportionnelles au crime qui a été causé. Mais si on considère que le code criminel est apparu genre plus que 100 ans avant le code de droit des victimes, ben of course, qu'il va y avoir des espèces d'angles morts, des affaires qui sont dans notre code de loi depuis toujours, qui avantagent plus les personnes accusées. Puis encore une fois, il faut préserver ça parce que c'est important. Mais les adaptations ont été faites plus au niveau du contexte social et pas tant au niveau des besoins des personnes. Puis c'est souvent ce qu'on fait avec nos institutions, institutions de la santé, institutions de l'éducation, c'est la même chose. On adapte au contexte social sans centrer cette démarche-là sur les besoins des personnes concernées. Puis, tu sais, le tribunal spécialisé pour les violences sexuelles, c'est un projet pilote. Fait que genre, je pense que c'est octobre ou novembre 2024. Ils mettent tout ça sur la glace, puis là, tu sais, peut-être que je me trompe, mais tu sais, c'est un espèce de debrief, on check qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que... Fait que, tu sais, puis c'est pas tous les postes ou tous les palais de justice qui ont ça non plus. Fait que, tu sais, c'est une belle une belle tentative, mais pour moi, c'est genre le 0,001% de ce qu'on devrait faire. C'est quoi qu'on pourrait faire pour s'assurer une meilleure prise en charge dans le système judiciaire de bord? Je pense que, tu sais, c'est la prise en charge de A à Z. Tu sais, c'est vraiment... À partir du moment que la personne victime décide d'aller au poste de police, il faut qu'elle soit accompagnée idéalement par, disons, si c'est pas la même personne, la même équipe, une personne qui est à proximité. Après, tout se fait. Puis, tu sais, les personnes intervenantes qui sont dans les postes de police puis qui sont dans les palais de justice, là, genre, ils font un travail incroyable. J'enlève rien à ces personnes-là. Mais il y a des cracks entre les services. Puis on voit la même chose dans le système de santé, hein. Puis le système d'éducation, même affaire. C'est des grosses machines qui sont pas centrées sur les besoins des personnes, sont centrées sur les besoins de la machine. Fait que, tu sais,
la communication entre les services, c'est ça qui bug. Oui, le souvent. fil conducteur. Fil conducteur. Tu sais, après, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est un travail culturel aussi. Mais tu sais, c'est ça. Le fil conducteur, s'assurer qu'on est un petit peu plus centré sur les besoins des personnes. Je pense que ça, déjà, on ferait un beau pas là-dessus, tu sais. Oui. Puis je pense que, tu sais, là, aussi, le système judiciaire est conscient de ces cracks-là. Fait que c'est pour ça que moi, ils n'arrêtaient pas de me redemander « T'es-tu sûr? » Parce qu'ils savent qu'après, ça va tout le temps être ça, puis ça va être difficile, puis ça va être difficile de prouver mon histoire. Fait que, tu sais, les gens qui travaillent là-dedans, c'est pas pour bâcher la job, c'est beaucoup plus gros que ça. Tu sais, je bâche personne de façon individuelle, là. Fait que c'est ça que moi, j'ai manqué un peu, c'est l'espèce de prise en charge globale. Tu sais, c'était vraiment, t'as quelqu'un à l'étape 1, puis ça va être quelqu'un à l'étape 5, ça va être quelqu'un d'autre, tu sais. Il y a aussi l'aspect de genre information. Puis tu sais, ça, je pense que c'est un des trucs qui est le mieux réussi. C'est-à-dire, on va te donner des brochures, on va te donner des affaires. Bon. Mais après, est-ce qu'on s'est assuré que la personne elle a bien compris? Est-ce qu'on fait un suivi pour être sûr que la personne elle sait vraiment où se diriger? Tu sais, juste les services aux victimes, tu sais, mettons BAVAC, IVAC, CAVAC, CALAC, genre juste démêler ça à l'école, c'est tough, là. Fait que tu sais, imagine pour des personnes qui savent pas du tout c'est quoi. Fait que tu sais, c'est une chose de donner de l'information, mais après, il faut faire le suivi puis s'assurer que la personne elle a bien compris c'est quoi qui était, tu sais, à quoi qu'elle avait accès, puis tu sais, On fait une petite pause. Oui, pour parler d'Iris Arlot qui... Elle me coupe. Bon. Je suis désolée. Oui, Iris Arlot. Qui commandite cet épisode de podcast. Oui. Iris Arlot, c'est une compagnie non seulement de produits menstruels durables et, j'allais dire éthiques, mais sains. Éco-responsable aussi. Exactement. Mais ils offrent aussi des conférences dans les écoles et des produits menstruels pour les écoles. Exact. Fait qu'ils font aussi l'éducation à la sexualité. Fait que c'est pas juste une compagnie qui vend des produits, c'est des compagnies qui tiennent leur mission à cœur puis qui la partagent à travers des ateliers. Fait qu'on parle d'école secondaire. Puis je voulais comme mettre l'accent sur le fait que, tu sais, moi, je me rappelle au secondaire, ils séparaient les filles puis les gars dans les classes. Donc, ils assumaient que les filles étaient menstruées et que les gars l'étaient pas. Puis pour vraiment parler de menstruation en huis clos. Genre, comme si ça concernait personne. Puis je suis comme... Non, mais ça concerne tout le monde, les menstruations. Puis ça fait persister le tabou aussi autour des menstruations. Vraiment. La moitié de la population menstruée, la gang, genre, faut s'informer, là. Exact. T'sais. Fait que si vous avez la chance qu'Iris Arlot soit dans votre école puis fasse des ateliers, des conférences, participez-y avec intérêt, surtout si vous n'êtes pas menstrué, pour vos futurs partenaires, pour les personnes dans votre vie qui le sont, d'avoir une petite conscience, une petite sensibilité de plus à cette réalité-là, ce serait vraiment... vous seriez des perles. Ça serait fin. Ça serait fin. Puis ils distribuent aussi des produits menstruels dans les écoles. Fait que si vous travaillez dans une école, si vous êtes élève, étudiant dans une école, c'est le moment d'aller voir sa direction puis dire « Salut, on peut-tu avoir des produits menstruels? » C'est autant essentiel que du papier de toilette. Fait que c'est tout. C'est la base. Il y a un petit formulaire en ligne à aller remplir si jamais ça vous intéresse. Exact. Fait qu'on vous laisse à l'épisode, la gang. Bon épisode. Tu nous avais mis aussi qu'il y a différentes phases. Tu avais parlé du stress aigu, le trouble de post-traumatique et le trauma complexe. Puis, je me rappelle plus tard qu'on a vu ça à l'école. Peux-tu nous faire une petite description de chacun de ces conséquences-là sur les victimes? Avec plaisir. La phase de stress aigu, c'est la phase qui vient directement après l'événement. Fait qu'on va dire entre, je pense, 4 semaines. Dans cette période-là, c'est là où, tu sais, tu me parlais tantôt de genre, je broyais tout le temps, je savais pas. C'est là où les personnes vont avoir des excès de colère, des excès de tristesse, des sautes d'humeur, de la difficulté à se gérer. Il peut avoir genre des étourdissements. C'est vraiment des gros effets. Puis tout, c'est les flashbacks, les cauchemars, ce genre de symptômes-là. Quand on dépasse la zone de 4 semaines, qui est considérée comme stress aigu, c'est considéré comme une réaction normale à un événement traumatisant. La différence avec le trauma complexe, c'est que c'est comme un trauma répétitif. Fait que genre, à l'enfance, tu as vécu des violences répétées, tu as vécu plusieurs relations de suite qui ont été... Tu sais, c'est vraiment une exposition répétée à des événements traumatiques. Puis le trauma complexe, on embarque dans une complet, différent monde. C'est-à-dire que les facteurs de maintien existent depuis longtemps, les symptômes sont là depuis longtemps. Il y a comme un effet vraiment enraciné, tu sais, des symptômes. Oui, pour ça, on veut vraiment comme... On recommande la psychothérapie, j'imagine, pour aller traiter... Mais, c'est-à-dire, oui,
je pense qu'il y a beaucoup, il y a des beaux, des belles choses qui peuvent être vues en relation d'aide. Tout à fait. Puis effectivement, après, c'est de voir, tu sais, au niveau des blocages d'enfance, ces choses-là, tu sais, d'aller fouiller plus en psychothérapie. Moi, ce que je vis souvent avec mes personnes clientes en relation d'aide, c'est que je les aide un peu à démêler leurs cartes. Puis quand je vois qu'on est arrivé au bout, là, je vais référer en psychothérapie, tu sais. Fait que je pense qu'en relation d'aide, surtout avec les personnes victimes ou les personnes qui ont eu des traumas, tu sais, c'est de préserver le lien à tout prix, de préserver cette confiance-là, de les aider à se sentir un petit peu plus fort, un petit peu plus forte, puis un coup qui ont plus de... que c'est démêlé dans leur tête, que c'est plus concret, c'est quoi les causes, les facteurs de maintien, ces choses-là. Mais tu sais, entre les deux, il y a 1 million de choses qui peuvent se faire. Puis effectivement, éventuellement, il arrive tout un moment où je suis comme, là, on arrive c'est plus creux, c'est plus... C'est ça, parce que la relation d'aide, elle donne une trousse d'outils incroyable pour fonctionner dans le moment présent aussi, puis être capable de mettre les mots sur ce qu'on a vécu. Fait que c'est vraiment une ressource, une mine d'or, là. À tes souhaits. Oui, absolument, tu peux faire un bon bout de chemin aussi. Puis, tu sais, ce que tu as besoin sur le moment, tu sais, ça peut être ça aussi du... Comment je continue à fonctionner au jour le jour, tu sais, comment En tout cas, fait que oui, absolument. Gérer avec l'envahissement de tout ce qu'on a vécu, là. Pourquoi on est dans une société où on croit pas les victimes? Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est tout... Mais c'est vrai! Mais mais moi, je suis obsesse avec ça, OK? Il y a le concept de croyance fondamentale. Ça, c'est super intéressant. C'est comme une des raisons pourquoi notre réflexe de ne pas croire les victimes d'agressions sexuelles, c'est parce qu'on n'est pas capable de s'imaginer que ça peut nous arriver. Fait que quand tu l'as pas vécu, tu y crois pas, là. Ouais, puis que si une personne te dit, par exemple, je marchais dans la rue, puis tu sais, je décris ça, puis c'est rarement ça les agressions sexuelles, on le sait, c'est souvent des personnes qu'on connaît. Mais tu sais, mettons, je marchais dans la rue, il s'est passé quelque chose, j'ai vécu une attaque, tu racontes ça à quelqu'un, le réflexe, c'est de se dire, elle a dû faire quelque chose, parce que impossible que ça m'arrive. Tu sais, il y a un aspect de... Mais si ça peut arriver aussi random que ça veut dire que ça peut m'arriver à moi aussi. Puis ça, c'est extrêmement inconcevable pour le cerveau. Les humains, là, on a... Puis, tu sais, je dis les humains, évidemment qu'il y a plein d'intersections là-dedans, que certaines personnes qui n'ont pas le privilège d'être nées dans la sécurité n'auront pas ces croyances-là. Mais disons, en Amérique du Nord, au Québec, les personnes naissent avec des croyances fondamentales comme... croyance en un monde juste, croyance en un monde bon, croyance en un monde sécuritaire. Fait que ces croyances-là sont ancrées tellement profond que quand une personne va décrire une expérience qui va à l'encontre de cette croyance-là, on tombe tout de suite dans le « ça se peut pas », il y a dû avoir des facteurs précipitants, il y a dû avoir des raisons pourquoi la personne a fait cette attaque-là, a fait ce crime-là. Fait qu'on a besoin de se trouver des distorsions cognitives, dont le victim blaming, pour justifier cette atteinte-là à notre croyance fondamentale. Puis plus on monte dans l'échelle de privilège, plus c'est difficile à croire. Fait que notre fameux homme blanc, c'est héros d'un certain âge qui est, disons, au top de notre chaîne alimentaire de privilèges, va avoir beaucoup plus de difficultés à croire les personnes victimes parce que pour cette personne-là, le monde est juste et sécuritaire. Fait que plus on est dans nos privilèges, puis plus on a un stack de privilèges, plus c'est difficile de croire les personnes victimes parce qu'on n'a jamais eu la preuve que le monde était pas juste bon et sécuritaire. Fait que, tu sais, le victim blaming, essentiellement, c'est une distorsion cognitive. C'est juste comme un moyen de justifier quelque chose qu'on comprend pas, qu'on une pas contradiction qui est fucked up, qu'on n'est pas capable d'exprimer. C'est tellement intéressant, c'est tellement... Mon cerveau, j'ai noté les minutes, j'ai commandé, ça c'est un extrait. Puis ça fait tellement de sens avec mon expérience de quand je raconte du harcèlement de rue, j'en vis extrêmement souvent. Puis en plus, j'ai un travail où je finis tard, fait que je marche souvent comme... à genre minuit dans la rue, il fait noir, hiver comme été. Puis quand je raconte j'ai un souvenir de raconter à un de mes anciens partenaires, qui est un homme cis blanc, du harcèlement que j'ai vécu. Si, mettons, je me faisais suivre dans la rue, fait que je l'appelle. Parce qu'il m'avait dit que si jamais ça m'arrive, je peux l'appeler. Je l'appelle, puis mais voyons, c'est en train de se passer là. Arrête. Puis c'est comme si c'est inconcevable, il croit pas, versus quand j'en parle avec mes chums de filles, qui est un sujet très fréquent, harcèlement de rue, on aime ça, vent ensemble. Ouais, genre tu t'en sur une date, tu partages ta localisation. C'est comme un sujet, pas comme un autre, mais tu sais, il y a comme... Le rapport est vraiment pas du tout le même. Puis quand j'en parle à des gars, c'est comme...
Ça t'est arrivé à toi? Impossible. Ouais. Ben, c'est parce que ça arrivait à genre comme 95% de mes amis. Ouais, là, legit. Oui, J'avais t'sais. déjà eu une date dans le quartier où mon frère habitait, puis j'étais comme, je vais y envoyer ma localisation, puis je vais lui dire, genre, à peu près, je suis où, puis il était comme, mais là, c'est quoi, tu penses que le gars, c'est un psychopathe? J'étais comme, oh, shit. Non, je pense que c'est juste un OK, genre, je fais ça à chaque fois que je vais à une date, là, genre. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme plus, dans le fond, cette personne-là a de privilèges, de sécurité, plus c'est dur à croire. Tu sais. Oh mon Dieu, on a fait un extrait exactement sur ça, sur quand moi et André, on va en date, on se partage notre localisation, blablabla. Puis 95% des commentaires, c'est des hommes qui sont genre « Ben, What the voyons fuck? » donc, vous êtes bien parano. Exactement. Exact. Puis genre là, avec ton explication, je suis comme oh, ça fait tellement de sens. Ouais. Puis il y a aucune femme qui commente qui comprend pas. Tout le monde se type, puis c'est genre relatable, relatable. Ouais, exact. Ouais. 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 Fait que, tu sais, plus, tu sais, puis on pourrait faire plein de comparatifs, là. Tu sais, si on parlait de racisme, on vivrait probablement le même genre de lien. C'est-à-dire que, tu sais, plus il y a de privilèges, de stacked, un par-dessus l'autre, plus c'est difficile de comprendre l'expérience des plus marginalisés parce que t'as aucune preuve. Tu l'as pas vécu, t'as aucune preuve. Non seulement tu l'as pas vécu, mais probablement que ton entourage non plus, que les personnes les plus proches de toi l'ont jamais vécu. Puis, s'il y a des personnes proches de toi qui t'en ont parlé, t'es pas cru, fait qu'ils t'en parleront plus jamais. Fait que, genre, t'es pas au courant. Fait que c'est impossible de croire parce que c'est comme de la fiction, genre. Oui. Ce qu'on parlait avec Francis au dernier épisode, ben là, pour les gens, ça va pas être le dernier épisode, là, mais l'épisode avec Francis Dupudéry, c'est que tu sais, c'est pas un motif de déresponsabilisation dans le sens que l'information est out there. Aller s'informer sur les victimes de violences, les personnes victimes de violences conjugales, les personnes victimes de harcèlement, tu sais, tout ça, aller s'informer sur des intersections des personnes plus marginalisées. L'information est là et out there sur toutes ces formes, des vidéos. Comme, par exemple, quand on parle de fausses accusations, l'information est là, est disponible. Oui, ça, ils sont capables d'en parler, par exemple. Oui. Fait qu'il y a pas de déresponsabilisation possible. Oui, non, exact. Ah ouais, non, mais ça me fascine. Puis tu sais, je pense que les croyances fondamentales, c'est genre, je suis obsesse avec ça. C'est un de mes hyper... Mais ça se travaille, les angles morts se travaillent. Vraiment, mais faut le vouloir. Ouais, puis comme on parlait avec Francis, tu sais, faut le nommer. Oui, absolument, mais quand t'es, comme tu disais, en haut de ta chaîne de privilèges, à quoi ça sert vraiment? T'as aucun intérêt. T'es confortable, là. T'es bien, là. Ouais. Et boy! Ça m'a Puis, vous avez vu sûrement ce qui tourne en ce moment, ces réseaux de l'homme versus le bear. Pourquoi je parle en anglais? Men versus Le bear. Le Mais c'est ça bear. la trend. Oui, absolument. Mais c'est c'est André qui l'avait vu en premier. Puis je pense que la première fois que tu m'as pas parlé que c'est une trend, tu m'as juste posé la question. Ouais. Puis j'étais comme. Ah oui, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, un ours, genre. Ouais. C'était vraiment genre. J'étais juste, ben oui, évidemment, tu sais. Tu veux expliquer la chaîne pour les personnes, mettons, qui la connaissent pas? Ben, veux-tu l'expliquer? Parce que moi, OK, de ce que j'ai compris, c'est un vox pop, genre, de gens qui vont demander à des femmes, est-ce que tu préférais être pris dans une forêt avec un homme ou un ours? Puis la plupart des gens disaient un ours. C'est ça. Ouais. Fait que quand tu me l'as demandé, j'étais comme, bien sûr. Un ours. Mais t'as pas plus d'informations. J'ai vu des vidéos, c'est comme, ça va être un couple, et puis la femme va demander à son chum, OK, notre fille est prise dans le bois. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Puis il est comme, which type of man? Puis il est comme, non, c'est la seule information qu'on a, c'est it's a man. Puis il est comme, I'll have to go with the bear. Puis après, elle dit, OK, mettons, je te dis, c'est un ours gentil puis un homme gentil. Puis le gars, il est genre, oh, c'est pire, un homme gentil. Genre, qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, c'est comme. Ouais. Ah non, c'est fascinant. Et puis, ce qui est fascinant, en fait, c'est... Moi, je suis 0% surprise de la réponse qui est comme, en majorité, ben l'ours, of course. Moi, ce qui me fait capoter, c'est la réponse aux réponses. C'est comme, OK, même dans un scénario fictif, on vous donne une réponse, vous n'êtes pas capable de la prendre. Encore une fois, même dans un scénario fictif, vous acceptez pas le non. Genre, c'est une c'est une prophétie qui s'exauce d'elle-même. Tout à fait. Ouais, puis là, on voit c'est ça qu'on parlait hors micro, mais comme des mimes qui sont faites par des groupes plus masculinistes ou qui vont faire des templates de mimes où c'est une femme qui a choisi l'ours puis qui se fait déchiqueter, donc des mimes très violents qui vont complètement faire de la dérision de cette trend-là, justement, qui est un scénario fictif, qui est comme, hey, ça vous tente pas de vous sonner des cloches puis vous re-questionner sur vos comportements? Au lieu de faire un peu d'introspection, pourquoi les femmes aiment mieux être avec une bête sauvage dans un... C'est 100%. Le scénario, là, je me suis posée, j'ai fait de la visualisation seule, dans un bois, et je sais qu'il y a un homme quelque part, je sais pas où, ça m'angoisse comme... C'est pas possible.
Absolument. C'est tellement angoissant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui disaient aussi, tu sais, si je me fais attaquer par un ours, on va me croire. Si je me fais attaquer par un ours. Tu sais, comme, dans le fond, le worst case scenario, c'est pas la mort, genre, qu'un ours pourrait me provoquer avec une attaque. C'est de me faire, tu sais, je veux pas utiliser des mots trop violents, mais tu sais, comme, tu sais, tout ce qui est, genre, agression sexuelle, c'est pire que la mort. Genre, tu vas être pogné avec ça toute ta vie, genre. C'est que l'homme va avoir des intentions cruelles, va pouvoir jouer avec toi, pas comme un ours va pouvoir le faire. Fait que non, c'est vraiment fascinant. Puis la réponse à tout ça, c'est genre, OK, fait que là, vous nous croyez pas encore. C'est drôle. Ouais, vraiment. C'est fou. Ben, ça revient un peu à, tu sais, on a un peu parti le podcast avec ça, mais comme un des travails des hommes ou des... c'est s'éduquer, tu sais. C'est genre, ça revient à ça. Éduquez-vous, puis soyez juste des personnes, genre, qui vont accueillir, puis on n'aura pas besoin de vous convaincre, puis tout. Puis c'est... Non seulement la majorité, c'est pas ça, mais les gens proches de nous, c'est pas ça. Genre, tu sais, moi, je pense... je vais pas nommer, genre, des gens, mais, tu sais, je pense à mon entourage, même quand ça a été de... Quand j'ai eu, en novembre, il y a genre 2 ans, l'agression sexuelle, puis moi puis on avait genre des chums de gars, genre, puis ça a été là, une réception là, que je me suis dit, what the fuck, genre, que ces personnes-là, c'est mes amis, tu sais. Puis c'est comme, ça revient, genre, tu questionnes, puis... Tu voulais s'assurer que la chose la plus grave t'était arrivée pour être comme, OK, je vais la laisser prendre soin d'elle, genre. Oui, parce que c'est ça, j'avais... Sa douleur est valide seulement si la pire chose est arrivée, puis c'était vraiment l'aspect de curiosité aussi, tu sais, qui t'avait posé plein de questions sur genre ce que j'avais vécu, ou quand comme, tu sais, c'était genre, j'étais comme André, ça aussi ça m'a fait du bien. André a pris la charge de comme s'occuper de tout ça, tu sais, recadrer les commentaires tweets. Exactement, j'étais comme moi je vais pas y parler, puis tu sais André a comme évidemment genre dans ma tête t'es comme mon grand chevalier, genre tu me protèges, tu sais. Mais oui, genre ça c'est une autre charge que t'avais pris, tu sais, puis qui avait fait du bien, mais puis là, je sais pas si on a le temps, là, mais comme, oui, on a le temps. à ce sujet-là, tu sais, comme, tu sais, une des affaires, puis on dit souvent, genre, tu sais, préliminaire, c'est comme, faut essayer de pas utiliser ça. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi j'encourage les personnes à ne plus utiliser ce mot-là, c'est justement parce que dans le processus de réception d'un dévoilement, c'est que si c'est pas pénétratif, c'est pas aussi grave. Puis dans le victim blaming, il y a ça aussi, c'est que genre, ben c'est pas si grave que ça s'il y a pas eu pénétration. C'est comme, hey, la gang, là, come on, là, tu sais, on est pas là, tu sais. Mais je pense que dans les définitions originales du viol, dans les codes de loi, c'était un acte pénétratif, si je me trompe. Je sais pas, mais ouais, ça serait intéressant de... Ben, tu sais, je veux dire, le viol marital était pas dans... Tu sais, je veux dire, ça on peut s'imaginer que c'était si pire que ça, là. Mais maintenant, dans le cas, en ce moment, c'est des voies de fait. C'est 3 voies de fait, fait que ça n'a aucun rapport avec la pénétration, tu sais, c'est le degré de violence, là, si on peut dire. Mais... En France, je suis pas mal sûre que c'est viol, puis il y a de quoi par rapport à ça. On va confirmer l'information, mais je sais qu'ici, par exemple, au Canada, c'est voie de fait. C'est considéré comme une voie de fait. On peut partir sur quelque chose de plus léger avec nos confessions. Peut-être. D'habitude, on fait des confessions qui ont rapport à l'épisode. Je suis comme aujourd'hui, non, on va y aller plus léger. Là. OK, là, il faut qu'on chante ensemble. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi le rythme? Les confessions sexues. Moi puis André, on essaie de chanter tout le temps en même temps. Mais on est quand même bonne. On n'est pas pire, ça va. Ça marche bien. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer, commencer? Je peux y aller? Oui, vas-y. Moi, j'ai eu de la misère à trouver une confession sexuelle et je vais faire un petit pont avec ce qu'on a parlé aujourd'hui sans trop être élevé. Là, moi, je suis dans une relation superbe, vraiment, vraiment cool, vraiment non violente, vraiment bienveillante et tripante. Puis, j'étais bien poquée de mes traumatismes quand on a commencé à être ensemble. Puis, à chaque fois que j'avais un orgasme, je pleurais. Puis, ça a été un des symptômes que j'ai le plus exploré avec ma psy parce que j'étais comme, ça va tellement bien, on est tellement dans le consentement, genre, c'est trop le fun, je catch pas, genre, ce qui se passe. Puis on a creusé un petit peu plus. Bon, évidemment, on a trouvé des espèces de liens avec justement le corps, l'esprit. Puis c'est comme si c'était un espèce de stress qui sortait. Je vous rassure, maintenant, c'est terminé. Mais ça a quand même été une petite période où j'étais genre, sérieux, c'est pas ta faute, je m'excuse. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Dès que j'avais un orgasme, il y avait genre des larmes qui coulaient. Puis tu sais, c'était comme... C'était viscéral comme réaction. Vraiment. Puis avec ma psy, j'ai full exploré ça. Puis c'était tellement intéressant. Puis j'étais comme, mon petit corps, il y a encore des affaires qui se passent. Puis c'est beaucoup lié à, justement, quand je suis dans un espace safe, sécuritaire. C'est comme l'extrême des émotions positives que ton corps peut ressentir. Ou comme si mon corps attendait que je me sente en sécurité pour sortir du stock. C'est le même que je l'interprète. Mais je trouve ça bien qu'on revienne avec ça, le rapport au corps, parce qu'on a donné quelques exemples, mais aussi...
à quel point toutes les conséquences sont différentes pour tout le monde. Vraiment. Je veux dire, là, on parle de ça, quelqu'un pourrait vivre autre chose. Puis je trouve ça intéressant, le rapport au corps. Moi, ça a été comme une... Je comprenais pas comment mon corps se rappelait d'affaires, que j'étais comme, moi, j'essaie d'oublier la gang, on travaille ensemble, tu sais. Mais c'est vraiment intéressant de se questionner aussi sur le genre de choses qu'on vivait pas peut-être physiquement avant, que maintenant on vit. Puis... c'est un signal d'alarme, hein, quand ton corps finit par devoir comme exprimer comment il se sent, c'est que ton corps, peut-être du... Moi, j'ai remarqué que j'avais encore du travail à faire, là, même si ma tête était comme, c'est correct. Ça peut être un petit signal pour ça. Ouais, c'est un petit rappel. Ouais, vraiment. OK. Veux-tu y aller? Oui. Ma confession sexue, c'est une découverte sexue. J'ai acheté le livre Les mots du cul, Manifeste joyeux des sexualités, qui a été écrit par Camille Aumont-Carnel, qui a été popularisé au Québec beaucoup par Club Sexu. Ils ont fait d'ailleurs un épisode de leur podcast avec l'autrice. Vraiment excellent, là, je vous le recommande. Puis ça fait genre des mois que je l'ai acheté, puis j'étais comme, là, je vais le dépoussiérer de ma table de chevet, puis je vais le lire. Puis en préparation de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai lu la section sur les violences sexuelles. Puis dans le fond, ce qu'elle fait, Camille, c'est comme un dictionnaire, mais elle va revoir des expressions. Puis il y a beaucoup d'expressions françaises parce que c'est un livre qui vient des vieux pays. Qui va revoir des expressions, des mots, puis la manière dont ça change notre façon de faire, notre façon de penser la sexualité. Fait que se faire niquer, avoir un body count, être violé versus se faire violer. Donc, on va aller voir la linguistique des mots puis comprendre comment ça influence notre conception de la sexualité. Puis je trouve ça tellement pertinent. Utiliser le mot zone grise quand on parle de consentement, comment ça vient changer notre perception, comment ça peut être problématique. Fait que vraiment venir penser le langage, les mots. Fait que c'est ma recommandation de lecture. Là, j'ai lu comme... Honnêtement, j'ai dévoré genre une centaine de pages juste hier soir. Fait que je vous le recommande. C'est sûr, je vais checker. C'est comme en format dictionnaire. Oui, puis comme c'est magnifique aussi. Là, c'est vraiment très design. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais je te le passe après. C'est tout ce qui a rapport avec la sexu. Exactement. Nice. Fait que, tu sais, ça peut aller aussi. Il n'y a pas juste sur les violences sexuelles aussi. Ça va aussi parler de, comme, mettons, femme fontaine. Qu'est-ce que ça implique de parler de fontaine quand on parle des jacques? Fait que des trucs comme ça. Nice. Wow, ouais. Vraiment nice. André puis moi, on a fait une expérience sociale. André puis moi, on est principalement sur Hinge depuis, je sais pas, notre dating. Puis là, André était comme, je vais essayer Bumble, genre, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis on savait pas trop c'était quoi, fait que là, l'expérience a commencé hier et a fini aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout la portion comme très magazine, encore une fois, comme Tinder, de genre swipe d'un bord ou de l'autre. T'as pas accès à genre qui t'a liké. C'est spécial, tu sais. À chaque fois que tu voulais faire genre une étape de plus, il fallait que tu payes, genre, tu sais. C'était comme, c'est très... Ils te remettent tout le temps dans consommation. La face l'abonnement que tu pourrais avoir, là, c'est vraiment in your face. Puis mettons, si tu vas sur ton profil, tu peux checker quelle de tes photos performe le mieux pour ensuite changer ton profil selon la performance de tes photos. Puis pour avoir accès à ça, il faut que tu payes, ça feel do you look good? Non, c'est ça, c'est vraiment... moi, je suis comme, j'aime pas, là. Parce que Hinge, c'est plus intentionnel quand même. Oui. Aussi, c'est que tu as une limite de j'aime par jour. Fait qu'il y a quelque chose, tu peux juste envoyer 10 j'aime de profil par jour, si je me trompe pas. Fait que ça fait que les gens peuvent pas autant consommer, entre gros guillemets, les profils. Les profils puis l'application de rencontre. Ce que t'as pas nécessairement sur Bumble, sur Tinder, tu sais, on les voit qui sont construits comme des jeux. Hinge, ce que j'appréciais, ça reste que comme... je veux qu'on passe du temps sur l'application, évidemment. Mais il y a quelque chose d'un peu moins axé vers la consommation. Tu sais, il n'y a pas tant de propositions d'abonnements payants. Tu sais, oui, évidemment, il y en a, mais tu es quand même capable d'utiliser... What a world we live in! C'est fou! Mais il y a vraiment beaucoup d'articles qui se font par rapport à ça, puis des débats que comme une application de rencontre n'est pas éthique à partir du moment où il y a un abonnement. Ça fonctionne pas. T'sais, c'est pas normal que Hinge, leur motto, leur logo, c'est comme l'application que tu télécharges pour supprimer. Je me rappelle plus c'est quoi. Non, c'est exactement ça. C'est comme l'application qui a été créée, mais pour être supprimée. C'est ça. C'est pas normal que ça soit ça, ton motto, et ensuite que tu proposes un abonnement de 6 mois. Une application qui est faite pour être supprimée va pas proposer un abonnement. Là, comme ça ne marche pas. C'est ça. Ça amène tellement un aspect capitaliste à nos relations, c'est dégueulasse. Absolument. Puis l'autre affaire qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur plusieurs apps. Oui, André était genre...
Rosie, il est là, genre, j'étais comme, oh mon Dieu. Tu peux cross-reference. Oui, absolument. tout à fait. Puis, ben, ça me fait penser à l'épisode sur le dating qu'on faisait, qu'on est rendu dans une ère où on consomme énormément. Tu sais, les profils, qu'on déshumanise aussi les gens sans le vouloir. Puis tout est super inconscient, là. Tu sais, on est juste rendu que c'est la normalité d'accumuler les matchs, de parler avec beaucoup de monde, de payer des abonnements. C'est fou, là, tu te prends vite au jeu. Genre, j'ai téléchargé l'application pour voir par curiosité c'était quoi, justement, pour qu'on puisse en parler au podcast. Puis, je suis sur l'application, je regarde le temps, je suis comme, hey, ça fait 15 minutes que je fais, puis on s'est pas rendu compte. C'est vraiment comme prenant, là. Mais c'est très jeu. Mais c'est fait pour que... Absolument. Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment plus dur de consommer des apps de façon consciente aussi parce que c'est pas fait pour ça, tu sais. Ouais. C'est pas facile. Tu sais, on en a parlé souvent, mais tu sais, d'avoir un match, ça t'apporte de la dopamine, tu sais. Il y a quelque chose de très comme... Ouais, puis Bumble, il te dit les matchs que t'as pas eu. Fait que, mettons, tu swipes une personne, ça dit... Bumble a changé depuis vous avez manqué un match potentiel. Ça te le dit. Fait que là, t'es comme, ça te pousse à vouloir matcher des gens que t'aurais pas matché pour pas manquer. T'sais. C'est vraiment, là, c'est un jeu de cerveau, là. Ouais. C'est fou. Mind games. J'en dirais un épisode de Black Mirror. Là. Ouais, vraiment. Comme, vraiment. Ouais. Fait que au prochain épisode, on va tester une autre app puis on vous revient. Mais les gens vont être genre non, s'il vous plaît. Les gens oui, c'est ça. Eux qui sont derrière les apps, ils voudront pas qu'on. Nous, c'est très. On voit qu'on n'est pas du tout commandité. C'est ça. Ouais. Ben c'est tout la gang. C'est tout pour cette semaine. Merci. Oui, merci tellement. C'était tellement. J'ai tellement appris de choses. Mon coup de cœur, c'est un truc fondamental. Ça s'appelle. Les croyances fondamentales. Il y a de quoi virer un peu sa capine. Là. Mais là, ça lui fait tellement de bien dans ma tête. Je suis comme, oh mon Dieu. Ouais. T'avais quelque chose à dire? Ben, j'allais demander si t'avais genre des recommandations de lecture ou de trucs. Mais là, je te on the spot, là, t'as peut-être rien préparé. Ben, The Body Keeps the Score, c'est vraiment bon, mais c'est un vieux bonhomme blanc. Fait que, pour les personnes qui voudraient peut-être pas, il y a plein d'autres options. Nous, sur notre site web, on a une page de ressources formelles et informelles. Cool. Puis les pages, la page formelle, c'est plus genre des organismes communautaires, des cliniques, des lignes d'écoute, etc. Puis informelle, c'est plus genre des livres, des podcasts, des personnalités publiques, ce genre de choses-là qui sont pertinentes. Puis il y a des filtres selon les sujets. Fait que ça peut être cool aussi d'aller puis de voir qu'est-ce qui est disponible. Puis genre toute ma liste de lecture est sur cette page-là. Waking the Tiger, si je me trompe pas, c'est écrit par une femme. Là, je voudrais pas m'avancer, mais ouais, c'est écrit par une femme, for sure. Puis ça peut être intéressant des fois de lire de la littérature là-dessus. 3 morceaux de chocolat aussi pour les... c'est un miniature livre, c'est gros comme ça. Pour les personnes qui sont dures de compreneur, si vous avez vécu une victimisation des personnes dans votre entourage, c'est un beau petit livre à donner. Ça coûte genre 10$. C'est une BD. Puis c'est extrêmement percutant. Mon Dieu, super. Merci pour toutes ces ressources qu'on va mettre en bio. Merci pour le travail que toi et ton équipe font. Merci. Oui, sur les réseaux. Merci à mon équipe. Allez vous abonner. Oui, à leur page Facebook, puis regardez le site. Oui, Facebook. Facebook et Instagram, TikTok aussi. Bon, voilà, on va mettre tous les liens en bio. Puis merci encore, puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu ça. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref. Je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qu'il entend, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.